Chères étudiantes, chers étudiants, chers invités, bonsoir. Je tiens d'abord à vous remercier, au nom de tous les membres de Dauphine Discussion Débat, d'être aussi nombreux ce soir. Voilà maintenant 18 ans que notre association sensibilise les Dauphinois aux enjeux politiques, économiques et sociaux, en invitant des personnalités publiques à venir échanger avec vous. PDG, journaliste reconnu, sportif médaillé, historien prestigieux, ministre, député, ancien chef d'État et président en devenir, notre liste d'invités est longue. Je ne vous l'apprends pas, nous sommes au cœur d'une crise sanitaire sans précédent qui a bousculé nos modes de vie. Cela nous oblige à être créatifs et innovants pour continuer à faire vivre la vie associative dauphinoise. C'est ainsi la première fois qu'un de nos débats est retransmis en live sur YouTube pour permettre à un maximum d'étudiants d'y assister. Aussi, j'aimerais vivement remercier l'administration de nous avoir soutenus dans l'organisation de cette conférence. Rentrons désormais dans le vif du sujet. Fidèle aux traditions de notre association, il est temps pour moi de présenter l'invité que nous avons la joie de recevoir aujourd'hui. Gaëtan Le Sec et Nicolas Ricard se chargeront ensuite de l'interroger pendant 45 minutes avant de lui poser les questions que vous nous avez soumises avant le débat. Monsieur Mélenchon, candidat aux élections présidentielles de 2012 et 2017, député et président du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale, votre réputation vous précède. Orateur hors pair, vous êtes connu pour vos prises de position affirmées. Fervent soutien des Gilets jaunes, vous voyez ce mouvement comme précurseur d'une révolution citoyenne qui transformerait profondément la France. Cependant, bien que vous vous référiez souvent au mouvement ouvrier, vous vous démarquez également du socialisme. Je vous cite, « La révolution citoyenne, ce n'est pas l'ancienne révolution socialiste ». Vos attaches idéologiques à la Bolivie et au Venezuela vous ont tout de même valu le surnom de Chavez français auprès de vos détracteurs. Vous partagez en tout cas avec l'ex-président vénézuélien une vision ambitieuse sur le plan écologique. Vous déclarez qu'il ne peut pas y avoir de capitalisme vert, ce qui n'est d'ailleurs pas compatible avec la vision d'Europe Écologie Les Verts. C'est donc un des obstacles qui s'opposent à votre volonté de réunir les gauches sociales, écologiques et populaires. Monsieur Mélenchon, vous vous définissez comme un socialiste républicain et vous ambitionnez de réunir la gauche autour d'une ligne politique clivante, anti-libérale et anticapitaliste. Vous défendez la planification écologique et souhaitez instaurer la règle verte qui sera inscrite dans la Constitution et qui interdira de prélever à la nature davantage que ce qu'elle peut reconstituer. Monsieur Mélenchon, vous êtes né le 19 août 1951 à Tanger, au Maroc, et vous appartenez donc au signe du lion. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que vos rugissements se font entendre. L'écrivain Michel Ambarek, avec qui vous étiez au lycée, en est un témoin phare. Grande gueule, Mémé aiguisait ses qualités de tribun auprès d'adolescents habitués à la boucler, mais qui ne demandaient qu'à l'ouvrir, raconte-t-il. Votre bac en poche, vous obtenez une maîtrise de philosophie à Besançon, où vous prenez les rênes de l'UNEF en rejoignant le camp des trotskistes. Sous le charme de Mitterrand, vous adhérez ensuite au Parti socialiste en 1976. Vous gravissez rapidement les échelons du parti jusqu'à devenir ministre délégué à l'enseignement professionnel en 2000. Mais, 9 ans plus tard, vous quittez le PS qui ne correspond plus à votre ligne idéologique. Vous créez alors le parti de gauche, dont l'acronyme est PDG, ce qui, venant de vous, peut surprendre. C'est peut-être pour cela que vous créez ensuite la France Insoumise en 2016, parti sous l'étiquette duquel vous vous êtes présenté en 2017. Durant cette présidentielle, vous avez su conquérir les votes de la jeunesse, notamment en faisant de vos réseaux sociaux une tribune privilégiée. Votre chaîne YouTube approche ainsi les 500 000 abonnés, de quoi nous faire pâlir de jalousie. Vous avez récemment lancé votre chaîne Twitch, et là encore, le succès a été au rendez-vous. Mais c'est sur TikTok que votre réussite est la plus retentissante. C'est en effet près de 5 millions de personnes qui sont parties, comme vous le dites si bien, hors de votre vue. Monsieur Mélenchon, ce soir, nous sommes 400 devant vous. 400 étudiants d'une université réputée pour son attachement au monde de la finance et des marchés. 400 étudiants qui, pour la plupart, rejoindront sans doute les rangs de ceux que vous mettez en cause aujourd'hui. Mais c'est là tout l'intérêt d'un débat d'idées. Quel intérêt que de prêcher des convaincus ?
D'autant qu'il ne faut pas non plus pousser la caricature. Nous sommes 400 étudiants citoyens, conscients des enjeux de notre planète. Je laisse donc sans plus tarder ma place et passe la parole à Gaëtan Le Sec et Nicolas Ricard, qui se chargeront de la suite du débat. En vous remerciant encore pour votre venue, je vous souhaite à tous un agréable débat et vous rappelle l'essentiel, DDD recrute en C109. Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Monsieur Mélenchon. D'abord, encore une fois, un grand merci d'avoir accepté notre invitation. L'invitation de Dauphine Discussion Débat, ça fait plusieurs années qu'on essaye de vous recevoir et cette année, c'est la bonne, donc c'est une année qui commence très bien pour nous. Il y a beaucoup de sujets qu'on veut aborder avec vous ce soir, mais peut-être avant, est-ce que vous voulez dire quelques mots pour réagir au portrait qui a été fait par Ferdinand ou simplement pour introduire notre échange ? Là, ça devrait marcher, voilà. Bon, réagir juste pour en blaguer. Déjà, il y a quelque chose qui finira par vous arriver dans la vie, c'est le moment où il y en a beaucoup derrière. Donc, entendre résumer son existence, il y a un côté un peu drôle à ça, de toute façon. Au début, on peut avoir une espèce de crainte existentielle, tel point, à tel moment. Bon, voilà. Maintenant, la vérité, c'est que je m'en fous. Donc j'écoute, ça me fait marrer, je suis... à chaque fois, ça m'amuse, je trouve. Il y a une certaine vérité qui ressort aussi du raccourci. Je dois aussi être ce raccourci. Mais on se figure tous qu'on est beaucoup plus compliqué que l'image qui est donnée de nous. J'ai aimé quand il dit « votre réputation vous précède ». Tout le monde en est là, hein, c'est pas pour dire, mais vous aussi là au premier rang. Et ainsi de suite. Notre réputation nous précède, c'est même un comportement assez habituel chez les êtres humains. Voilà, je sais que c'est un peu spécial de vous rencontrer. Je ne sais pas pourquoi il a dit que vous seriez forcément de l'autre côté de la barricade. J'y crois pas. C'est à ça que je veux réagir. Pour deux raisons. La première, c'est que vous êtes certainement très divers dans vos opinions, dans vos convictions, dans vos recherches aussi, dans ce que vous attendez de l'existence. Et en fonction des réponses que vous recevrez par votre pratique, puisque vous êtes, suivant la grande formule de l'humanisme philosophique, vous êtes créateur de vous-même, sans doute serez-vous amené à peut-être pas vous comporter comme c'était prévu que vous le feriez. Moi, ça a été mon cas. Je suis un petit pied noir au départ, c'est-à-dire que j'appartiens à une population bien particulière qui a vécu un événement historique qui l'a dépassé, la décolonisation. Et normalement, je ne devrais pas être un homme de gauche. Donc je suis pas dans la bonne case. Ce qui m'est amené, c'est un refus, y compris des idées dominantes de mon propre milieu, et contre des choses qui paraissaient évidentes à tout le monde autour de moi et à moi aussi. Donc vous ferez pareil, vous allez être confronté à tout ça, et voilà, vous êtes d'abord des êtres humains libres. En tout cas, je fais le pari d'y croire. Pour beaucoup d'entre vous, ça sera peut-être la seule fois de votre vie que vous aurez rencontré un tribun de gauche. Donc vous verrez qu'on n'est pas des animaux, qu'on a de la culture, et que, on a aussi des bonnes raisons d'être comme on est. Le dernier élément, c'est que vous alliez être confronté à quelque chose auquel moi-même je suis maintenant confronté. C'est une situation politique qui n'a aucun précédent à aucune autre période de l'histoire de l'humanité. Parce que vous superposez deux événements récents, une crise sanitaire qui désorganise toute la société, et pas seulement la société, mais notre intimité, désorganise notre intimité. Deuxièmement, vous avez une crise sociale. On dit le mot crise, moi j'aime pas le mot crise, mais je l'utilise pour le confort de la discussion. Avec une vague énorme de destruction des longues chaînes d'interdépendance de la production dans le cadre de la mondialisation. Donc ça va être des millions de gens qui vont être au chômage, c'est-à-dire n'ayant aucun moyen d'existence, avec des percées immenses de la pauvreté. Mais je ne les évoque pas sur un plan moral à cet instant, je les évoque comme la rupture de tout ce qui faisait notre vie quotidienne.
La crise sanitaire détruit notre vie quotidienne, nos relations sociales, telles que nous les avons vécues jusque-là. Et la crise sociale atomise une société qui était déjà très atomisée par la domination des relations sociales qui sont caractéristiques du néolibéralisme. Et puis là-dessus s'ajoute ce qu'on appelle la crise climatique, qui en réalité est une bifurcation du système du climat et qui est dorénavant, vous le savez, je le sais, mais beaucoup de gens ne l'ont pas complètement compris, irréversible. Donc nous sommes devant le défi à ce sujet de la destruction de ce que nous avons connu et du devoir de construire quelque chose d'autre. Et dans ce contexte, je pense que chacun d'entre vous, mis au pied du mur, vous aurez à choisir entre deux registres, chacun pour soi ou tous ensemble. Et fondamentalement, au-delà des étiquettes politiques spécifiques, hein, Parti communiste, Parti socialiste, Parti les républicains, etc., je pense que ce sont les options fondamentales des choix qui nous sont mis devant notre existence individuelle. Et moi, je fais le pari que, comme nous l'enseigne l'anthropologie la plus élémentaire, devant l'énormité de la difficulté, devant la catastrophe, devant les choses qui nous déchirent, le choix fondamental, majoritaire, ultra majoritaire, c'est l'entraide et la solidarité. J'espère que vous avez lu le livre de Pablo Servigne. Si vous ne l'avez pas fait, lisez-le, L'entraide, la nouvelle loi de la jungle, parce qu'il décrit bien ça. Et nous venons de le vérifier dans la vallée de la Roya, parce que ce qui ressort, c'est d'abord que les gens se sont prêtés main forte, sans s'occuper de savoir qui était en difficulté, quelle était son opinion politique, sa religion, s'il en avait ou pas. Et ce facteur-là, fait sans doute que c'est ce qui tirera notre espèce, l'espèce humaine, d'affaire, si c'est possible, c'est-à-dire si le saccage de l'écosystème n'est pas arrivé au point que ça devient irréversible pour cette petite partie de la biodiversité que nous sommes. Donc je fais le pari que c'est de ce côté-là que la majorité d'entre nous tranchera. Après, vous en ferez un plus long parcours que moi dans cette situation-là, hein, par la force des choses. Et après tout, c'est sans doute bien comme ça, parce que vous êtes moins prisonnier des cadres anciens de pensée, et donc peut-être, grâce à ça, pour une fois, c'est un avantage de pouvoir penser de manière radicalement neuve, parce que vous n'êtes pas au courant du passé, c'est trop loin, les situations dans lesquelles on est. J'ai lu hier un truc de d'Alembert, j'ai terminé de le lire, où il dit la jeune génération, qu'on critique beaucoup d'Alembert quand même, c'est le XVIIIe siècle, hein, mais pour le coup, dit-il lui aussi, elle est mieux placée que nous parce qu'elle n'est pas encombrée par les idées du passé. Quand je vous regarde, il est à peu près certain qu'aucun d'entre vous n'a jamais connu autrement que par les livres d'histoire le monde le monde de Yalta, où il y avait l'URSS et les États-Unis d'Amérique. Ce sont des pages de livres. Après tout, si vous commencez le livre à cet endroit, vous serez informé. Si vous le commencez à la bataille d'Alésia, c'est à peu près pareil, ce sont des événements historiques. Comme j'étais dans les deux cas, je peux discuter avec vous. Monsieur Mélenchon, nous allons parler écologie, solidarité, mais débutons par un moment récent. Le 21 septembre dernier, vous avez inauguré l'Institut La Boétie, qui a vocation à transmettre les idées de la France insoumise. On imagine que ni cette date, ni ce nom n'ont été choisis au hasard. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Quelles sont aujourd'hui nos servitudes volontaires? Bon, alors d'abord la date du 21 septembre, je pense qu'elle est présente dans vos esprits. C'est la proclamation de la Première République en France, après l'effondrement de la monarchie, tous les coups de la Révolution, mais aussi de sa propre stupidité, car la stupidité est un facteur de l'histoire, comme l'a dit très bien je ne sais plus qui, mais j'y adhérais complètement. Donc le roi s'étant disqualifié, l'envahisseur allemand qui venait là pour la je ne sais pas combienième fois, mais enfin bon, il était là, nous l'avons battu à Paris, et le lendemain, toute la Convention crie « Vive la nation », ce qui à l'époque veut dire par opposition au royaume, hein, le collectif citoyen, et c'est la Première République qui est fondée. En réalité, personne ne l'a proclamée, il y a eu un décret qui abolissait la monarchie, et ensuite il y a un autre décret qui dit à partir d'aujourd'hui, je crois que c'est le 22 septembre, vous compterez l'an 1 de la République. Ça, c'est pour la date. Et puis ça tombait après un discours de M. Macron qui, de manière très étrange, avait choisi de faire un discours sur la République à une date où elle n'a pas pu être légalement proclamée. Il y a une différence entre cette date du 21 septembre 1792
Et la date du 4 septembre 1870, Gambetta, qui a accepté comme un gentil garçon de sortir de l'Assemblée parce qu'on lui a dit « Allez, bon, il y a trop de bazar ici, allez ailleurs », a été proclamée la République au balcon de l'Hôtel de Ville. Mais bon, ça n'avait aucune valeur. La République a été proclamée en 1875 à la faveur d'un vote à une voix de majorité, parce que dans le texte il était écrit le président, puis il voulait bien se garder de dire de quoi, pour la raison que les monarchistes étaient majoritaires dans l'Assemblée. Et quelqu'un, le député Vallon, a proposé de rajouter un amendement de la République. Et donc ça a été adopté à une voix. Je ne sais pas pourquoi Macron s'en va chercher cette date. Depuis, on s'est un peu disputé, ça ne vous intéresse pas, donc restons-en là. Mais moi, je voulais célébrer le 21 septembre parce que c'est une victoire militaire, politique et populaire. Voilà pour la date. Quant à la Boétie, c'est une sorte de ces petits... qu'on veut croire un miracle, et moi le premier. Il a entre 14 et 18 ans, on est en 1550 ou 65, voyons voir la Saint-Barthélemy, c'est 72. C'est sans doute avant ou après, je ne me rappelle pas. Enfin, c'est dans ces eaux-là, quoi. Hein. Entre 1520, 30 et puis le reste. C'est 1540. Voilà. Eh bien, ça tombe bien. Donc, la Boétie est un homme jeune, et un jeune homme, et il écrit ce pamphlet de notre servitude volontaire, qui au départ s'appelle le contre un, et qui dénonce le tyran. Et donc, à partir de là, raisonne sur pourquoi, comment ça se fait alors qu'il est tout seul, qu'il est tout faible, comment il fait pour nous dominer. Et il dit finalement, il vous domine parce que vous voulez bien. Hein. Cessez de servir et vous êtes libre. Cessez d'obéir, etc. Donc il y a une sorte de manifeste pour la liberté, et d'abord la liberté de conscience, parce qu'il lui-même dit, et je réponds à la dernière question, quelles sont nos servitudes volontaires, les mêmes aujourd'hui qu'hier. Notre goût immodéré pour la routine, l'habitude de faire comme on a toujours fait, la difficulté qu'ont tous les êtres humains à se positionner dans des situations instables et incertaines qui nous font préférer ce qui est sûr et certain, ce qui n'est quand même pas que déraisonnable, il faut bien l'admettre. Donc la Boétie, ce texte a servi ensuite à pratiquement tous les âges et revenu. Maintenant, moi j'ai dû gratter un peu, parce qu'évidemment j'étais dans l'enchantement, la Boétie, jeune homme, il y a un côté très romantique et séduisant. Mais je découvre que cet homme, pour jeune qu'il était, avait une expérience de la vie et il avait assisté à des abus et notamment à des actes de répression d'une férocité totale. À l'époque, nous sommes dans la Renaissance, donc dans un moment de libération des esprits, de naissance du courant qui va ensuite donner le courant des Lumières. Mais en même temps, c'est une époque terrible, quoi. C'est une guerre de religion abominable. Les catholiques sont majoritaires, ils persécutent les protestants, mais les protestants ne donnent pas leur part au chat, et eux-mêmes se défendent, s'organisent, et ne sont pas, il faut bien le dire, non plus d'une tolérance extraordinaire qui mérite l'attention. Et ça va durer comme ça pendant 3 siècles. Donc c'est dans cette nuit d'une bataille absurde, absurde, pardon, je vais offenser personne, mais d'une bataille, si vous voulez, qui n'a pas d'issue. Parce que, par définition, la religion est dogmatique, elle ne prouve rien, elle ne démontre rien, elle affirme. Donc c'est sans issue. Donc on a tout essayé en France. Se massacrer, c'est la Saint-Barthélemy et le reste. Dans l'autre sens, les calvinistes brûlent ceux qui ne leur plaisent pas à Genève, et ça dure. Et donc jusqu'à ce que la Révolution nous libère une première fois, puis la Commune de Paris, puis, il ne faut pas l'oublier, le Directoire, parce qu'il est souvent méprisé. Mais moi, ce que j'ai trouvé dans sa vie, c'est ça, c'est son expérience de ça, et le type est écœuré. Donc rappelons-nous au moins de ça, la liberté de conscience, liberté fondamentale, irréductible, qui échappe à tout contrôle, elle est née en France, le thème, la volonté, le goût de la liberté de conscience est d'abord venu de la bataille pour la liberté du culte. C'est-à-dire, pour pouvoir célébrer Dieu comme on l'entendait, on a ouvert cette porte, et à partir de là, l'affaire a commencé à élargir son audience. Je termine pour la Boétie. Le roi Louis XIV a aboli l'édit de Nantes, on a persécuté les gens affreusement, il envoyait les dragons dans les Cévennes, les dragons c'est des militaires, et ils repartaient que quand les gens étaient convertis. Alors évidemment, avec des méthodes pareilles, ils finissaient par avoir des résultats, mais pas vraiment, parce que des gens refusaient de céder. Et un des beaux exemples de cette histoire, ce sont les femmes protestantes cévenoles qui refusent de céder et vont faire 40 ans de prison, dans une prison, une tour à Aix-en-Provence. Et l'héroïne s'appelle Marie Durand et elle grave sur le puits de lumière, vous savez,
Il n'y avait pas d'escalier, il y avait une échelle pour monter et descendre de cette prison. Et elle marque sur le truc le mot « résister », qui pour moi va devenir ensuite un symbole et un slogan, parce que je le rattache à cette longue histoire, que celle de l'insoumission, c'est une histoire qui est rattachée à la... Et je finis là-dessus. Finalement, on fait sortir ces pauvres femmes de prison. C'est très tard, hein, c'est sous Louis XV. Et l'avocat qui est là, Rabot-Saint-Étienne, son fils sera ensuite avocat. Et quand vous voyez des dessins, vous savez, du serment du jeu de paume, vous voyez tous les députés qui ont le bras levé et qui jurent. Et souvent, au premier plan, vous voyez un homme qui a les bras étendus. D'un côté, il y a un pasteur. De l'autre côté, il y a un prêtre. C'est le fils de Rabot-Saint-Étienne. Et c'est le symbole du fait que l'État s'élève au-dessus et met de côté les religions. Ça durera jusqu'à 1905 et l'Église continuera à condamner jusqu'à 1920, puisqu'elle ne reconnaît la République qu'en 1920. C'est sous toute cette histoire, c'est pour ça qu'on a choisi la Boétie. Et nos servitudes volontaires aujourd'hui, c'est toutes celles qui nous rivent aux objets, qui sont nos maîtres, depuis l'écran de fumée qu'on a tous dans notre poche. Regardez la série sur Netflix, elle est pas mal. Depuis cet objet qui nous rattache, et tout le reste, toutes nos innombrables routines par lesquelles le système entre en nous et nous fait croire qu'il est évident, que c'est comme ça et pas autrement. Eh bien, c'est aussi la lutte que nous avons à mener, c'est non seulement les servitudes sociales, les servitudes qui sont liées au fatalisme social, mais aussi celles qu'on doit mener contre soi-même. En tout cas, dans ma famille idéologique, la bataille pour les Lumières, c'est autant une bataille sociale qu'une bataille philosophique intime. Et alors, bon, du coup, je pense que vous avez commencé à répondre, mais le tyran aujourd'hui, c'est qui? Parce qu'à l'époque, on voit assez bien, mais c'est qui ou c'est quoi? Et quand vous dites que vous êtes insoumis, finalement, vous êtes insoumis à quoi? Alors, oui, bonne question. D'abord, le tyran à l'époque, non, c'était pas du tout évident qui c'était. Hein. Pour les uns, c'était l'un, pour les autres, c'était l'autre. Mais on comprend. Mais c'est une personne. Le système de la violence féodale, bon, qui est plus complexe aussi, parce que il y a un petit parti qui va être là dans cette bataille, qu'on va trouver auprès de Montaigne et d'autres, sont des gens qui disent « moi, j'en ai rien à fiche de la religion du roi, tout ce qui compte, c'est qu'il est le roi de tout le monde, et c'est l'aîné de la branche aînée, et puis c'est tout. » Bon. Donc il y a des gens qui, dès le début, en France, c'est très caractéristique, hein, il y a eu une longue lutte où le politique va essayer de s'imposer par-dessus la religion, en disant, écoutez, vous racontez ce que vous voulez, mais nous, voilà ce qui nous importe. Ça commence tôt, c'est l'an 1300, c'est le roi Philippe le Bel qui s'oppose au pape, hein, donc c'est pas rien. Il n'y a qu'en France où ça a eu lieu, et où, pour finir, le roi a eu le dernier mot, en disant, le pouvoir temporel, c'est moi, toi tu fais ce que tu veux, mais moi je fais ce que je veux aussi. Alors, dans notre approche, qui est le tyran aujourd'hui? C'est évidemment, on va dire, l'argent, pour faire une formule simple. En réalité, on devrait dire le capitalisme financier transnational, c'est-à-dire cette forme particulière d'organisation d'exploitation générale de la société et de la nature, avec un système qui va avec de pensée, pas seulement des mœurs, des usages qui nous asservissent, volontairement et involontairement, parce que vous êtes content ou pas content, vous êtes quand même obligé d'aller bosser pour gagner votre vie. Content ou pas content, vous ne pouvez pas produire et reproduire votre existence matérielle sans accéder au réseau collectif. Pour vous, c'est banal. Vous vous demandez de quoi je suis en train de parler. Bon, ouvrir un robinet, voir de l'eau couler, c'est évident. Appuyer sur un bouton et voir de l'électricité, c'est évident. Aller à l'hosto, tout ça. Mais tout ça est nouveau. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que les êtres humains dépendent pour produire et reproduire leur existence matérielle à 100% de l'accès au réseau collectif. Et donc la forme de ces réseaux, publics ou privés, la capacité d'y accéder parce qu'on est à côté, petites annonces, logement à vendre ou à louer, etc., proche de toute commodité. Donc vous voyez bien que proche de toute commodité signifie tout ce qui vous permet de vivre. Donc ça, ce sont les caractéristiques de notre époque. Et donc le tyran, c'est l'argent qui nous dresse, et l'argent qui a absolument envahi tout notre espace. Il ne faut pas m'en vouloir, mais en ce moment, plutôt que l'espace purement social et politique, je réfléchis plutôt sur les dimensions individuelles du rapport. Comme disait Benassayag, l'esclave partage davantage avec son maître que les chaînes. Hein. Donc tout ce qui nous renvoie à notre consentement à un ordre injuste, blessant, violent, saccageur de la nature, qui s'est approprié absolument tout, y compris notre corps, quand nous savons ou pas, parce qu'il domestique nos goûts, nos papilles, ce qu'on aime manger ou pas manger, etc., etc., qu'il a pris le pouvoir
sur notre vie, sur les cycles de la vie, la nuit, le jour. Le capitalisme a abrogé la différence entre la nuit et le jour pour se livrer à ces opérations, mais il a réduit aussi notre capacité à être dans la nuit, parce qu'il y a de la lumière partout, pardon, ne croyez pas que je caricature, hein. Et puis parce que le temps de sommeil des gens a diminué au cours du siècle, nous sommes donc plus longtemps éveillés pour regarder notre téléphone, regarder la télé, avaler de la pub, et puis ensuite le lendemain courir acheter si on peut, ou voler si on ne peut pas, ou rien faire et être frustré. Bref, c'est une invasion totale, absolue, sans bord, sans limite. Il n'y a pas d'autre mode de vie qui soit présent à notre esprit, quoique un certain nombre de gens essayent d'en inventer de radicalement nouveaux. Mais en attendant, le très grand nombre n'a pas le choix. Et donc, quand on se dit insoumis, d'abord, l'insoumission renvoie à l'idée à quoi on s'insoumet. Bon, à quoi on s'insoumet, bonne question, à l'ordre établi, évidemment. Mais il y a mille manières de s'en soumettre. L'insoumission ne peut pas être simplement une espèce de râle de mécontentement, quoi. Hein, c'est plus intime que ça rentre, c'est en soi-même. C'est d'abord l'émancipation. La lutte pour l'émancipation, c'est le refus d'avoir un maître. Vous ne pouvez pas vous constituer comme personne si vous ne mettez pas les autres à distance. Bon, ça s'est passé quand vous aviez 3 ans, donc vous disiez non, quelle que soit la question. Bon, il y a des gosses très doués pour ça, d'ailleurs, qui rendent tous les autres fous, mais bon, c'est le moment où vous posez comme sujet. Vous ne pouvez pas vous poser sans vous extérioriser, et donc, c'est à partir de là que vous commencez à vous appartenir. Et l'émancipation, vous connaissez tous peut-être la formule, hein, en latin c'est mancipium, c'est la maîtrise du père qui possède sa femme et ses enfants, ses biens, qui a droit de vie et de mort sur eux. Ex-mancipium, c'est sortir de cette autorité-là, ça veut dire être son propre maître. Être son propre maître, sa propre maîtresse, c'est le fait de l'émancipation. Donc, s'en soumettre, c'est commencer par déjà refuser, pardon, là c'est plutôt de la philo ou de la morale, de se soumettre à ce que, y compris vos pulsions, peuvent vous suggérer. Le capitalisme manie avec beaucoup d'habileté la pulsion. Entre un raisonnement et une émotion, il préfère l'émotion. D'ailleurs, vous le savez bien, il y en a donc qui doivent travailler sur un truc aussi abject que la pub. Bon, et puis, mieux que l'émotion, il y a la pulsion. La pulsion, c'est « Ah, j'ai peur !» Un des fondamentaux du lien social que construit le capitalisme aujourd'hui, c'est la peur. La peur, peur de l'autre, peur de sa couleur de peau, peur de sa religion, peur de ci, peur de là, peur tout le temps. Et puis, vous avez toutes les autres émotions humaines que le système est capable de ramener à des pulsions pour vous faire adhérer aux solutions et aux ouvertures qu'il vous fait. Donc, le rapport critique à l'univers mental dans lequel on évolue, c'est-à-dire l'opposition à ce que sont vos préjugés. Préjugés, ça veut dire qu'est jugé avant même d'avoir eu lieu. Hein. Ça va être une des dimensions. Évidemment, il y a aussi l'insoumission sociale. Vous n'acceptez pas la répartition sociale, ou bien, dans votre cas, vous n'acceptez pas de faire ce qu'on vous demande de faire, c'est-à-dire de faire du fric, et que ce soit la loi suprême au-dessus de toutes les autres, alors que, normalement, vous êtes éduqués et formés pour faire des tas d'autres choses. Et je vous annonce que le jour où ce sont les miens qui gouverneront, vous serez tous réquisitionnés. Parce que votre intelligence, vos qualifications, ce que vous savez faire, est nécessaire pour atteindre d'autres objectifs que l'accumulation, la concurrence libre non faussée et les autres sottises de cette nature. Nous avons des objectifs, et je vais finir là-dessus, j'ai pu voir de près des gouvernements remplis de bonnes intentions, décidant des choses magnifiques, mais il n'y avait personne pour les faire. Et ça, évidemment, ça change tout. Donc, moi, là, ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est essayer d'ébranler vos certitudes, parce que le moment venu, vous serez mis au pied du mur, et vous devrez choisir, je l'ai dit tout à l'heure, tous ensemble, ou chacun pour soi. S'en soumettre, ça serait aller contre votre pulsion du chacun pour soi. Et alors, du coup, pour parler du jour où vous gouvernerez, on voulait parler avec vous de la 6e République. Il y a quelques mois, ici, dans cet amphi, on a reçu l'ancien président de la République, François Hollande, à l'occasion de la publication... C'est pas de votre faute, hein. Et non, mais on reçoit tout le monde. Et surtout les présidents de la République. Donc, c'était à l'occasion de la publication de son livre « Répondre à la crise démocratique ». Donc, vous, face à la crise démocratique, vous prenez l'instauration de la 6e République et la fin du monarque présidentiel. J'ai 2 questions sur le sujet. La première, c'est... donc, il y a un autre grand personnage dont vous vous revendiquez, qui est François Mitterrand, qui lui aussi
a été longtemps très critique de la Ve République. Et puis, le jour où il a été élu président de la République, il a incarné peut-être mieux que tous les autres avant lui cette figure du monarque républicain. Alors du coup, je voulais savoir qu'est-ce qui, vous, quand vous serez élu sur un programme présidentiel, donc peut-être avec l'ambition de l'appliquer, qu'est-ce qui nous fait dire que vous n'aurez pas l'ambition d'exercer le pouvoir et de devenir un monarque présidentiel, bon, au moins jusqu'au temps où la Constituante fera une 6e République? Bon, je commence d'abord par l'aspect, on va dire, personnel, avec des guillemets. Quelle garantie vous avez? Aucune. La garantie, c'est vous-même, votre capacité à être intervenant, citoyen, etc. Bon, c'est pour dire que moi, je ne vends pas des assurances-vie. Je vous dis, voilà ce qu'on compte faire. Si ça ne se fait pas, c'est à vous de vous débrouiller pour reprendre le combat là où il était. C'est ce qui m'est arrivé. Et un jour, je me suis dit, je ne peux plus le continuer là où je suis. J'étais socialiste, je l'ai été membre du PS avec un certain bonheur pendant 32 ans. Mais j'en ai fini par m'en aller quand je me suis dit, ce qu'on est en train de faire correspond à rien de ce à quoi je crois. Bon, il fallait prendre mon bâton et recommencer tout à zéro. Je l'ai fait. Donc, il n'y a pas de garantie. Maintenant, entrons dans le sujet lui-même. La monarchie présidentielle, il faut la mettre dans sa trajectoire historique. La constitution de la Ve République, pour être proclamée, s'est appuyée au sentiment d'instabilité qui régnait sous la Quatrième République, et notamment son incapacité à régler un problème qui était gigantesque, la décolonisation et la fin de l'Algérie française, c'est-à-dire la séparation d'avec 13 départements. Il fallait qu'il y ait un régime qui ait à la fois une autorité morale suffisante aux yeux des Français pour prendre une décision de cette nature, qui soit convaincant, et qui ait aussi d'autorité qui lui soit donnée par les textes pour faire face à toutes sortes des difficultés qui se présentaient dans le moment. Je ne les évoque pas. Je ne vous dis pas que je suis d'accord avec ce qui se fait, c'est comme ça que ça s'est fait. Et je ne cherche pas non plus à noircir les intentions de ceux qui ont décidé de faire comme ça. Parce que ma famille politique, la gauche, a eu un comportement dont on ne peut pas dire que c'était très glorieux, parce qu'avoir qualifié De Gaulle d'apprenti dictateur fasciste, c'était grotesque. Et je revois les photos des manifs, j'y étais pas. Je trouve ça, c'est une erreur complète, quoi. Mais ça m'apprend, à moi aussi, à faire attention, à bien nommer les choses, parce que sinon, on commet des erreurs politiques considérables. D'ailleurs, les socialistes et les communistes n'ont pas réagi de la même manière. Les socialistes, à la fin, ont voté la Constitution de la Ve République. Ils s'en vantent moins maintenant, mais c'est la vérité. Parce que le mouvement socialiste avait mis à distance cette forme d'organisation. Cette forme d'organisation, elle est folle, parce qu'elle concentre sur un seul personnage des pouvoirs considérables. Et les décisions politiques qui conduisent à cette élection sont prises souvent dans des conditions qui, après coup, apparaissent elles aussi assez loufoques. Les gens qui maintenant savent que le président Macron dit qu'il a gagné par effraction, que c'est un hold-up, etc., qui ont lu le livre Révolution et qui voient le résultat, se disent, mais plein de gens, qui y croient, quoi, ils ont le droit. Je ne partage pas leur avis, mais ils ont le droit d'y croire. Se disent, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Moi, j'ai jamais été pour tout ça. J'étais pas pour changer le régime des retraites, ça peut être différent. J'étais pas pour ci, j'étais pas pour là, enfin bref. Donc, c'est très dangereux d'avoir, dans un pays aussi développé, et quel que soit le pays d'ailleurs, un système aussi concentré sur une seule personne qui a autant de pouvoir. Voyez-vous, quand on m'a dit en 2017, vous dépêchez pas de commenter les résultats, on ne sait pas. Et une semaine avant, on m'avait dit, écoutez, ça sera dans un mouchoir de poche, ce dont j'avais le pressentiment depuis le début de la campagne. J'ai donc, comme je suis un homme prévoyant, donc j'ai réuni quelques personnes pour préparer le deuxième tour éventuel, et ce qu'on ferait après si on gagnait. Et il y avait là des hauts fonctionnaires qui sont insoumis, parce que les insoumis, il y en a partout, ils sont venus, c'est leur boulot. Ils avaient une très belle feuille, il était prévu, et on me dit, il y a 550 postes dans l'État qui sont à la discrétion du président de la République. 550 postes, outre que je ne les ai pas, les 550 capables de tenir une ligne comme celle que moi je tiens, j'ai trouvé ça consternant, ça m'a glacé, en plus de tout le reste. Donc maintenant, ça c'est l'aspect que vous connaissez, la concentration sur une seule personne de pouvoir considérable. Deuxièmement, le rôle du Parlement réduit à peau de chagrin. Et ça va en s'aggravant. Là, en ce moment, en plus de tout le reste qui nous frustre de différents droits, il y a un système qui consiste à éliminer des amendements quand ils sont déposés sur un texte
au motif d'une appréciation sur leur rapport avec le texte central. Là, nous sommes en train de discuter du projet de loi finance sur la sécurité sociale, sur, je crois, quelque chose comme 1000 amendements déposés par un peu tout le monde. Il en reste à peine 200 ou 300 à la sortie, parce que tout le reste a été annulé comme hors sujet. Je mets donc... L'obstruction parlementaire, parfois il y a des amendements qui sont déposés qui n'ont effectivement pas grand-chose à voir avec le texte pour faire bloquer la loi. Alors, parfois, oui, c'est le cas. Mais, en effet, c'est le cas. J'ai connu au moment de la privatisation de TF1, il y a bien longtemps, il y en avait des milliers, ça a duré tout l'été au Sénat. Bon, c'est une des méthodes de combat parlementaire qui existent. Mais, honnêtement, ce n'est pas le cas le plus souvent. Mais, si vous voulez, je vous laisse juge de la situation par vous-même. Rapprochez-vous du site de l'Assemblée nationale et regardez les amendements qui ont été déposés et vous verrez si ça n'a pas de rapport avec le sujet. Quand vous proposez de développer le nombre de lits à l'hôpital sur le budget de la sécurité sociale, il me semble que ça a un rapport avec le sujet. C'est annulé comme bien d'autres. Mais regardez-le vous-même. Surtout, si vous me permettez de vous faire cette recommandation, n'adhérez pas à l'antiparlementarisme systématique. C'est-à-dire, les élus sont tous pourris. Je ne dis pas que vous l'ayez fait, hein, mais ils sont tous tordus, prêts à être corrompus à chaque instant, et le reste du temps sont des guignols qui ne font pas leur boulot. D'ailleurs, ils ne sont pas dans l'hémicycle, tout le monde dit « Ah là là, ils ne sont pas là ». Bon, oui, s'ils y étaient, c'est là que vous devriez vous poser des questions, parce que ça veut dire qu'ils ne seraient pas en même temps dans les commissions, qu'ils ne seraient pas en train de faire le reste. Il y a un antiparlementarisme comme ça, qui aboutit évidemment à consacrer la personne du monarque bienveillant, qui lui, bien sûr, est toujours au travail. D'ailleurs, il vous a dit lui-même qu'il ne dormait pas la nuit, ce qui, à mon avis, ne lui portera pas chance, et ainsi de suite. Donc, il faut avoir un peu de respect pour ce travail énorme qui se fait dans les assemblées, les deux, même si je suis adversaire du Sénat, je respecte la qualité du travail qu'ils fournissent. Je viens sur la Constitution elle-même. La Constitution de la Ve République a donc été proclamée en 1958, le peuple l'a approuvée, le peuple français, par 80% des voix, et puis ensuite on a fait, peu de temps après, l'élection du président de la République au suffrage universel. Et ensuite, il y a eu c'est pour ça que je ressortais ma fiche, il y a eu 24 modifications de la Constitution depuis 1958, et pas des petites, et le peuple n'a été consulté par référendum que 3 fois. Tout le reste s'est passé par le Congrès du Parlement. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette méthode. Et je viens à pourquoi je crois une 6e République nécessaire. D'abord, pour la raison que je viens d'invoquer, sa dangerosité par la concentration du pouvoir. Mais aussi parce que le peuple français est un peuple politique, plus que d'autres pays. Nous ne sommes pas décrits par une religion, il y en a 4 ou 5. La première est la catholique, la deuxième est l'islam, la troisième doit être le protestantisme, organisées chacune d'une manière en partie. Donc ce n'est pas la religion, ce n'est pas la couleur de peau, nous sommes de toutes les couleurs de peau. Et il a fallu rappeler dans la Constitution que la langue française était la langue de la République. Pourquoi ? Parce que ça non plus, c'est pas évident. Il se parle plusieurs langues dans notre pays, en même temps que le français, ou des fois à la place du français, dans certains endroits du pays. Par conséquent, nous sommes essentiellement une nation politique. Ce qui nous décrit, c'est le lien qui nous unit, qui n'a à voir avec aucune de ces caractéristiques. Un lien politique que résume la devise liberté, égalité, fraternité, même si ce n'est pas vrai qu'on le met en application. En tout cas, c'est la ligne d'horizon qu'on se donne. Ça n'a rien à voir avec, par exemple, ce que vous pouvez voir en Allemagne. En Allemagne, sur le Bundestag, ils ont remis, une fois que l'Allemagne a été, les deux Allemagnes ont été réunifiées, ils ont remis comme titre dessus ce qu'il y avait avant, den deutschen Volk, c'est-à-dire le peuple allemand, mais au sens de la culture. Le Volk, c'est plus que la population, si vous voulez, c'est le peuple au sens ethnique du terme. Et c'est pas étonnant, parce que dans la constitution large de l'histoire des peuples, il y a une césure en Europe, la seule vraie frontière, si j'ose dire. Hein. Moi, je crois à la culture comme première. Ça peut vous étonner de la part d'un matérialiste et même d'un marxiste, mais je crois que les êtres humains sont d'abord des êtres de culture, mis dans des liens sociaux, mais d'abord des êtres de culture. Bref, dans cette affaire, la grande césure en Europe, elle est entre les limites de l'Empire romain, tout ce qui était dans l'Empire, c'est la cité, et la citoyenneté à la fin, l'édit de Caracalla, c'est 400 je ne sais pas quoi, qui déclare que tout le monde est citoyen de Rome. Et de l'autre côté, c'est un autre régime de relations humaines, la horde, la tribu, avec évidemment le critère d'appartenance
Et c'est pourquoi vous trouvez en France, jusqu'à une date récente, le droit du sol, auquel personnellement je suis accroché comme une moule sur le rocher, et puis de l'autre côté, le droit du sang, c'est-à-dire la transmission qui est supposée se faire par le lien biologique, etc., etc. Si vous avez suivi, c'est les débats sur la bioéthique, on y revient régulièrement, cette histoire-là. Qu'est-ce que nous sommes, le résultat d'une tradition ou la projection sur le futur. Donc le peuple français se constitue, se forme et se reforme en tant que peuple politique. Et le peuple français, depuis 1958, premièrement, c'est devenu un peuple urbain. Il était rural. Deuxièmement, depuis 1958, le peuple français s'est brassé, comme toujours dans son histoire, par des vagues d'immigration qui font que chaque Français et chaque Français a un de ses 4 grands-parents ou arrière-grands-parents qui est issu de l'immigration, les différentes vagues qu'il y a eu au fil de l'histoire. Par conséquent, nous sommes à un moment où les destructions sociales, la vulcanisation des relations sociales, le changement de la composition de la population, bref, tout ça fait un grand besoin de refondation. Ça ne veut pas dire que la France va cesser d'exister, ça n'a pas de sens, elle existe, elle est là, c'est jamais la même. Ça me fait bien rire, moi, quand on me dit « Oui, mais M. Mélenchon, vous avez dit que la République fonde la nation, il y avait la France avant. » Ben ouais, d'accord, laquelle? Regardez les frontières, ça a changé sans arrêt. Donc nous parlons d'un être qui bouge, quand nous parlons de la France. À cette étape de notre histoire, qui n'est pas la dernière, il y aura encore bien des aventures, mais qui sait de quoi demain sera fait. En attendant, je vous dis ça en pensant au rapport que toute une série de territoires français auront entre eux. Vous savez aussi bien que moi que, par exemple, la Polynésie française, vous êtes d'accord pour dire qu'elle est française, je suppose, mais en attendant, elle relève de l'article 74 de la Constitution. Vous avez raison, si elle veut, justement, elle veut. Bon, jusqu'à présent. Elle relève de l'article 74 de la Constitution. Donc il y a un certain nombre de pouvoirs qui appartiennent au Congrès, il y a un gouvernement local, etc. Je vous fais grâce de tous les dom et les tom et de leurs différentes formulations. La Corse demande pour elle aussi l'application de l'article 74 de la Constitution. Bon, quand je dis la Corse, moi je suis un démocrate, je crois ce que je vois. Il y a 4 députés, 3 sont autonomistes. Quand ils disent quelque chose, je pense que le point de départ, c'est d'écouter ce qu'ils disent. Ça n'a pas toujours été mon point de vue, vous le savez, mais moi je suis d'accord avec ce que le peuple décide, quand il le décide sur ces questions-là. Je finis. Donc le peuple français se refondant à travers une constituante. J'y insiste, je ne suis pas seulement partisan d'une 6e République que je compte mettre au point avec mes potes dans un bureau et en vous amenant un texte, en vous disant, écoutez, c'est à prendre ou à laisser. Non, c'est une assemblée constituante, il doit y avoir un débat constituant. Et ensuite, une ratification par le peuple. Mais quel que soit le système qu'on adopterait à la fin, présidentiel ou parlementaire ou un mix des deux, il faut arriver à trouver la réponse magique qui nous permet de dire, nous avons des institutions stables, parce que, pardon, mais moi je crois aux institutions stables. Je ne pense pas qu'on peut faire la France en assemblée générale permanente. Ça, c'est pas possible. Ou en barricade permanente. Donc, il faut qu'il y ait des institutions stables, mais il faut que le peuple, à tout moment, conserve la possibilité d'intervenir lui-même, directement et sans intermédiaire, dans la vie. C'est donc... la révocabilité des élus Alors, c'est la révocabilité des élus, du conseiller général jusqu'au président. C'est le référendum d'initiative citoyenne, la possibilité d'intervenir ou de faire inscrire des textes de loi en débat au Parlement. Aujourd'hui, on a des niches parlementaires pour les parlementaires. Le gouvernement émet de l'ordre du jour, ça c'est pas bien normal. Mais le peuple pourrait aussi avoir ses propres entrées en déposant un texte. On dirait, si un texte a recueilli 500 000 signatures, il doit venir dans l'hémicycle et en commission et il doit être examiné. Donc, nous devons trouver cette clé. Stabilité des institutions, possibilité de l'intervention populaire permanente. C'est pas si dur que ça à mettre au point. Donc je crois à ça. Voilà ce qu'elle serait le sens de cette 6e République. Vous avez parlé de François Mitterrand, il ne manquait pas d'esprit, comme vous le savez, et il avait dit « Ces institutions étaient dangereuses avant moi, elles le seront après ». Bon, d'accord, il s'était un peu mis hors champ. Je ne pratiquerai pas cet humour, je termine là-dessus. Vous connaissez mon âge, j'ai 69 ans. Donc clairement, je ne suis pas en train de commencer une carrière. D'accord ? Donc je m'en irai de gré ou de force, si j'ose dire, si j'étais élu, je l'ai dit. C'est-à-dire que l'Assemblée constituante sera convoquée, la nouvelle Constitution sera proclamée par le peuple français, et à ce moment-là, quel que soit le temps qui resterait au mandat, eh bien, je rendrai les clés du camion à ceux qui auront à le piloter dans les nouvelles formules.
Voilà pourquoi je crois que je peux, puisque vous avez commencé par une question personnelle, vous dire au moins que vous avez cette garantie avec moi, c'est que je ne m'en sens pas de m'attarder. Sur le sujet précis de la révocabilité du président de la République, je voudrais relier le sujet à un autre que vous évoquez souvent, qui est l'indépendance de la France. Vous dites parfois que la France est un État vassal des États-Unis. Et je voulais savoir comment un président de la République qui est révocable pourrait concrètement tenir tête à son homologue américain et être le garant de l'indépendance de la France. Déjà en s'inspirant de ses illustres prédécesseurs, parce que, imaginez, je ne suis pas moi de la tradition gaulliste, mais enfin quand même le gars, il part, il est tout seul, et il dit c'est moi la France. Bon. Et une fois qu'il est installé là-bas, les autres se disent bon, on fait avec lui parce que ça nous arrange, mais à la première occasion, ils se disent le virer de là. C'est-à-dire que plus on s'est approché de la libération du territoire, plus les anglo-saxons ont pesé pour l'écarter du jeu, n'est-ce pas ? Il a tenu tête à tout le monde. Donc il ne faut pas qu'on vienne me dire maintenant qu'on ne peut pas tenir tête. Bon, si on peut... Attends, mais je ne dis pas que vous l'ayez dit, hein, mais j'en connais trop qui sont là à chaque fois qu'on pose un problème, c'est « Ah ben on ne peut pas ». Et si les Allemands ne veulent pas, si les Allemands ne veulent pas, on verra bien qui c'est qui ne voudra pas le plus longtemps. Hein. Bon. Donc, dans les relations internationales, diplomatiques, pacifiques, il faut savoir tenir tête. La mondialisation, bien sûr que nous, Français, on n'est pas tant que ça. Et alors, on a pour nous la puissance de l'esprit, la puissance matérielle, la puissance financière, parce que du fric, il y en a, la puissance militaire, pardon si je choque, mais c'est un instrument de la puissance. Donc c'est pas vrai qu'on ne peut pas tenir tête. Ce qu'il faut, c'est pas s'embringuer dans des aventures dont on ne sait plus comment sortir, du type Mali, où 7 ans après, on est au même point qu'au début, sauf qu'on est engagé jusque-là, et qu'on dépend des Américains pour transporter notre matériel, qu'on dépend de je ne sais pas qui pour payer l'ardoise. Bref, ne pas s'embarquer dans des aventures dont on ne sait plus comment sortir. N'engager l'autorité qu'à bon escient, au bon endroit, d'un coup, et avec les moyens qui correspondent à la situation. Deuxièmement, tenir tête dans la mondialisation, c'est aussi choisir ses alliés. Moi, je ne veux pas de maître. D'accord ? Alors, si le maître, c'est les Américains, je ne les aime pas. Si les maîtres, c'est les Chinois, je m'en prendrai à eux. Mais pour l'instant, c'est les Américains. Et par conséquent, il faut que par le jeu des alliances, on arrive à récupérer une autonomie de décision. Donc on n'a rien à fiche dans le commandement militaire intégré de l'OTAN, et on doit construire un nouveau système d'alliance mondiale entre des pays qui auraient en commun l'exclusive question de leur propre souveraineté populaire, qui est le cœur de l'affaire. Il n'y a pas de démocratie sans souveraineté du peuple, et pour l'instant, la souveraineté du peuple s'exprime dans le cadre national. Par conséquent, indépendance, souveraineté, c'est le même concept pris par deux bouts différents. Et puis, la place de la France est de s'inscrire comme étant porteur de quelque chose. Nous, on peut être fort que si on porte un message, autre que s'il vous plaît, achetez nos voitures, ou d'ailleurs on produit les meilleures castagnettes du monde, et ainsi de suite. C'est pas ça le discours de la France. Le discours de la France, c'est les Chinois nous appellent le pays de la loi. Nous autres, les Français, nous devons être aux avant-postes de la production de la loi pour la communauté humaine mondiale. Donc nous devons être d'ardents partisans et actifs à l'ONU. Nous devons être ceux qui construisent du droit international là où il n'y en a pas, pour les grands fonds des mers et des océans qui représentent 70% de la surface de la planète. Vous autres, préoccupez-vous de la question, parce que quand j'ai commencé à en parler, bon, maintenant c'est presque trop tard vu l'état dans lequel sont les mers, mais peu importe. C'est un sujet qui est devant vous, de votre génération à vous, qui décide de ce qu'il y a au-delà de la zone économique exclusive. Qui est-ce que vous autorisez à faire des trous partout? Au nom de quoi? Et dans les zones économiques exclusives, vous allez vous retrouver avec le problème sur les bras. La Méditerranée, mer presque fermée, dans laquelle on est en train de faire des trous pour sortir du pétrole et du gaz. Vous, qu'est-ce que vous en dites? Et je viens sur terminer pour bien vous faire flasher. Quand les premières fois que j'ai commencé à parler de l'espace, on s'est dit, ah ouais, d'accord, il est parti déjà. J'ai dit, écoutez, l'espace, jusqu'à présent, il appartient à tout le monde. C'est une des plus belles aventures qui nous pose en tant qu'humanité. La conquête, l'avancée, l'entrée dans l'espace. On est arrivé jusque sur la Lune. Maintenant, quand j'ai commencé à parler de ça, c'était il y a 3 ans de l'espace. À l'heure à laquelle on parle, il y a 8 expéditions en route pour Mars. Et les États-Unis d'Amérique ont décidé
que n'importe qui, le premier arrivé, peut s'approprier ce qu'il y a sur un corps céleste. Jusqu'à présent, ce qui était dans l'espace appartenait à tout le monde. Maintenant, ils ont dit, on va faire comme ça. C'est le premier qui arrive, se sert et c'est à lui. Et vous avez déjà des pays qui ont dit, ah, la bonne idée, on va changer notre droit pour que l'espace puisse être appropriable. L'espace devait être démilitarisé. Tout ce qu'on a comme armement, je vais vous faire peur là, ne servira à rien si la guerre de l'espace est gagnée dans les 2 heures qui commencent un conflit. C'est-à-dire que toutes vos communications seront rompues. Or, l'espace est militarisé. Les Américains ont créé un commandement de l'espace, et nous autres Français aussi, nous en avons créé un. Donc ça veut dire que, sans que personne n'en ait jamais parlé, nulle part, nous avons accepté l'idée de la militarisation de l'espace, dans lequel, évidemment, les Français doivent être présents. C'est pas rien comme défi. Le monde dans lequel vous êtes, avec les guerres qu'on voit, là, comme au Mali et ailleurs, c'est des guerres, c'est des guerres, quoi, mais c'est rien avec un conflit des grandes nations, qui, du jour au lendemain, vous coupe l'électricité, vous coupe le téléphone, vous désorganise toutes les relations, même militaires. Donc, nous autres Français, notre message, ça doit être de renouer avec ça. Droits universels de l'être humain et, par conséquent, étendre le domaine de la loi. Étendre le domaine de la loi, c'est étendre la règle humaine dans des endroits où il n'y en a pas et où il en faut. Et étendre la règle des humains dans des endroits où il n'y en a pas et où il y en faut, c'est continuer le processus d'humanisation du monde. Et si vous ne l'humanisez pas, alors il ne vous restera que la loi du plus fort. Voilà comment moi je me représente les choses. En attendant, intraitable volonté d'indépendance nationale. Des fois, je force le trait pour faire parler, hein, je ne suis pas plus fou qu'un autre. Hein. Alors, comme j'ai dit, le maximum de mal des Américains, ça vous êtes habitués. Il m'arrive aussi de critiquer assez sévèrement l'Allemagne pour son rôle hégémonique en Europe. Ce sont les Allemands eux-mêmes qui protestent contre l'Europe allemande, je vous le rappelle. Je ne suis pas d'accord pour que... Alors là, c'est le pompon la dernière fois, le président de la République dit « Je trouve ça élégant de confier à Madame Merkel de nous représenter pour la fin du Conseil. » Ben moi, je ne trouve pas ça élégant, je trouve ça con, parce que ça donne des mauvaises habitudes. Les Français sont représentés par des Français, point final. Et jusqu'à ce qu'on ait changé de système. Moi, je suis prêt à partager... Prenons un exemple au hasard. Supposons que les Flamands aient pu vivre avec les Wallons. D'accord ? Bon, nous, on ne va pas rester comme ça à regarder, on aura quelque chose à dire. Eh bien, si demain des Wallons devaient participer à la vie de la République française, j'ai aucune difficulté à partager mon pouvoir de Français avec eux. Hein ? Une personne, une voix, un bulletin de vote. Voilà. Mais la règle démocratique, elle ne peut pas être en partie, à moitié, un petit peu. Non, c'est ou tout ou rien. Ou la loi étant décidée par tous s'applique à tous, ou bien c'est pas la loi. C'est un accord, mais c'est pas la démocratie. Voilà comment je combine l'idée d'indépendance, d'autonomie, et en même temps, ma façon particulière de vivre l'idée française, comme notre contribution à l'histoire universelle. Je finis là-dessus, moi je trouve toujours extraordinaire. Tout le monde est prêt à s'entretuer pour le droit des Indiens, pour le droit de tel peuple, etc. Dès qu'on dit, mais les Français aussi ont une contribution particulière à l'histoire universelle. J'ai pas dit qu'on était les seuls, ni qu'on était les seuls intéressants, mais on a une contribution à l'histoire universelle. Notre contribution, c'est la Révolution française, sa suite, et le fait que c'est la première révolution qui ne s'est pas faite pour un peuple. Toutes les autres révolutions, même démocratiques, se sont faites pour un peuple. La Révolution française, elle s'est faite pour l'humanité, elle se dit telle. Je ne dis pas qu'elle l'ait fait. Puis après, on a envahi tout le reste de l'Europe, ce n'est pas la meilleure démonstration. Mais il faut dire que les autres ayant attaqué pour nous faire reculer, ça s'est passé comme ça. Donc, moi, j'essaye de vous... Si vous voulez vouloir l'indépendance de la France, ce n'est pas renoncer à l'internationalisme. C'est au contraire essayer de s'y avancer un peu plus, sur des bases rationnelles. Pas du violon, le couple franco-allemand et tous ces trucs qui n'existent que dans le baratin. Des dirigeants politiques français qui n'ont pas de volonté, qui ne savent pas ce qu'ils veulent ou qui savent qu'ils ne veulent rien, d'autre que ce qui se met en place comme modèle économique dominant. Moi, je n'adhère pas à ça. Je préfère des relations franches, directes, on regarde les conflits d'intérêts et on essaye de les régler d'une manière forte et avec du courage. Je dis ça parce que dans ma propre famille, ça n'a pas toujours été le cas. Quand Alexis Tsipras s'est couché en 48 heures, après avoir fait voter les Grecs non au mémorandum, franchement, j'ai compris quelque chose de plus dans la politique que je n'avais pas senti à ce point. C'est l'importance du caractère des gens,
de leur capacité à tenir bon. Madame Merkel, c'est certainement une très grande dirigeante. Elle n'a jamais rien cédé à personne, d'accord? Et moi, je ne lui fais aucun reproche, parce qu'elle, elle fait la politique et conforme à l'intérêt de son pays. Et c'est les dirigeants français qui se sont comportés comme des petits garçons qui galopaient derrière elle. Bon, elle a eu le dernier mot, et elle n'est pas malveillante. Elle fait ce qui lui paraît nécessaire à son pays. Donc c'est pas malveillant, c'est pas un complot, mais de facto, ça conduit à une pratique de domination qui n'est pas acceptable pour nous, Français. Je vais, en restant sur le thème de la 6e République, je vais revenir un peu en arrière. Tout à l'heure, vous avez parlé du fait que le peuple français est un peuple politique. Qu'est-ce que vous répondez justement à ceux qui craignent, un peu dans l'idée des fondateurs de la démocratie représentative, que le peuple n'est pas assez politique, ou tout du moins qu'il n'est pas compétent sur tous les sujets? Bon, faut inventer mieux alors. Non, je vais vous répondre avec sérieux, parce que la question, elle est sérieuse. D'abord, commençons. Le mot démocratie représentative est une invention d'un jacobin, le marquis d'Antonel, qui est le premier maire d'Arles, qui le premier utilise l'expression démocratie représentative, parce qu'avant, on ne savait pas nommer. Hein, il y avait la volonté générale, on était dans les textes de Rousseau, bon, tout ça était un peu mystérieux. Il y a des moments, si vous voulez, qui sont un peu spéciaux, quoi, dans l'histoire de la Révolution française, quand les sections sans culottes parisiennes envahissent à répétition l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, je pense que bon, je ferais partie de ceux qui diraient c'est quand même limite, quoi. C'est plus tout à fait une Assemblée nationale si toutes les heures il y a des gens qui arrivent en cortège pour essayer de vous faire voter ceci ou cela. Alors, nous n'avons pas à considérer le peuple comme une espèce d'instance suprême qui prendrait la place des dieux ou de je ne sais quel. Bon. Alors donc, puisque nous sommes sensibles au fait que les uns les autres, à certains moments, nous ne sommes pas à la hauteur de notre rôle. Dans Machiavel, qui est un républicain, il explique que pour être un bon républicain, il faut mourir à soi. C'est-à-dire qu'il faut s'oublier pour ne réfléchir qu'en fonction de l'intérêt général. Donc commençons par dire avec modestie qu'on ne sait pas comment on s'y prend pour être garant de ça. On essaye de construire des institutions stables et permettant l'intervention du peuple. On crée un principe supérieur à tous les autres, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Alors évidemment, on veut dire l'être humain et des citoyens pour mettre au pluriel, pour que ce soit hommes et femmes. Mais rappelez-vous bien de ça, c'est la Déclaration des droits de l'être humain et du citoyen. Sinon, ce sont paroles creuses. Si vous avez des droits, mais pas les moyens de les faire respecter par la citoyenneté, alors c'est sympa. Mais bon, moi je suis de culture catholique, ça fait 2000 ans qu'ils essayent de faire valoir des principes, mais si vous n'en avez pas les moyens, vous ne pouvez pas. J'espère que ma comparaison n'est pas trop oiseuse. Mais c'est pour donner une idée du rapport entre les principes et leur mise en œuvre. Et enfin, on a des réponses. Des principes d'action. Je n'ai pas dit des valeurs, moi ça me saoule cette histoire de valeurs, c'est de la métaphysique. Des principes d'action. On faut enseigner, alors la clé c'est ça, l'enseignement, l'éducation collective, permanente, une information honnête, digne de ce nom, qui permet à chaque personne qui n'a pas le temps d'avoir un résumé, un raccourci, quelque chose qui lui permet de comprendre de quoi la vie est faite, et pas d'être manipulé du matin au soir. Donc les clés, c'est des institutions stables et honnêtes, des principes politiques qui surplombent tous les autres, qui soient justes, et enfin, vous avez raison, un peuple qui soit citoyen. Il n'y a pas de république, disait Jean Jaurès, sans républicain. Bon, il n'y a pas de citoyenneté sans citoyen. Donc, qui assume totalement ça. Mais je suis d'accord pour dire que ce n'est pas garanti d'avance. En attendant, je vais reprendre la formule de Churchill, hein, c'est la démocratie le pire des systèmes, vous connaissez la suite, moins tous les autres. Voilà. Alors, tant qu'on n'aura pas, on ne peut pas, entre vous et moi, on ne peut pas accepter l'idée qu'il ne peut pas y avoir deux souverains. Ça, c'est une affaire fondamentale. S'il y a un maître au-dessus, alors c'est Dieu, ça ne marchera pas. Si c'est le marché, ça ne marchera pas non plus. C'est de la métaphysique aussi, la main invisible et toutes ces histoires. La seule chose qui peut aller, c'est la souveraineté du peuple. Vous le savez tous, hein, c'est un fait historique. Cette question, elle a été soulevée dans la Grande Révolution. Le roi s'est pointé, il s'agissait de savoir s'il avait le droit de veto. Vous connaissez l'histoire. Le roi se lève, enlève son chapeau, et dit qu'à droite, ceux qui sont pour le droit de veto, parce qu'ils sont comme, c'est l'image biblique, vous savez, à droite c'est les élus,
Et puis à gauche, ceux qui vont en enfer, qui étaient contre le veto. Pas de bol, c'est contre le veto qu'a gagné. Ça voulait dire une chose, la souveraineté du peuple est le maître suprême. Alors à nous de prendre des précautions pour que cette souveraineté, elle s'exerce de manière pleine et entière, et ça sera forcément à l'intérieur d'un cadre. D'où l'importance de la Constitution et du respect de la Constitution, et des moyens qu'on se donne pour empêcher que les corps de l'État, par exemple, s'autonomisent, ou pensent s'appartenir. La police, qui pense qu'elle s'appartient, et qui manifeste en armes contre le ministre. La justice, où les juges ne peuvent pas dire, nous, le garde des Sceaux, on n'en veut pas. Ça, c'est pas possible. Dans une république, ça ne se passe pas comme ça. Et ainsi de suite. Et puis ça vous donne le reste, l'information aux informateurs, la mine aux mineurs et le courrier aux facteurs. Avec des trucs pareils, c'est clair qu'il n'y a plus de société. Et ça correspond à la vision néolibérale. Madame Thatcher, elle avait eu une formule terrifiante. Elle avait dit, je ne me rappelle plus comment on dit ça en anglais, mais elle dit « such a thing that ». C'est-à-dire, une chose comme la société n'existe pas. Il n'y a que des individus. Si chaque individu pourvoit son bonheur dans les meilleures conditions, la société tout entière sera heureuse. Bon. C'est une vision philosophique de notre manière de vivre ensemble. Nous autres républicains, qui procédons de la chose commune, res publica, nous voyons les choses autrement. Nous pensons qu'au contraire, une chose comme la société, d'abord nous préexiste avant qu'on naisse, et deuxièmement, nous envahit le reste du temps. Et que donc, nous rendre maîtres de notre vie collective, ça c'est la politique. Après ces éclaircissements apportés sur la 6e République, j'espère, nous allons parler environnement, et notamment d'une de vos grandes idées vis-à-vis de l'écologie, la règle verte. La France atteint sa date de dépassement en 2018 le 5 mai, le monde le 1er août. Chacun reconnaît donc à son échelle l'urgence climatique. Néanmoins, la France reste une grande nation industrielle par son histoire. Pour reprendre des mots présidentiels, comment concilier les préoccupations de la fin du monde et celles de la fin du mois ? Oui, c'est bon, c'est la bonne question du moment. Souvent, elle est présentée pour se rendre inextricable. Bon, c'est le grand prétexte de la complexité. C'est complexe. On dit aussi multifactoriel. Ça fait mieux multifactoriel que complexe. Ça fait plus peur. Comme c'est multifactoriel, donc aucune intervention n'a de sens, laissons faire. C'est ce que j'ai constaté souvent. Ce n'est pas ce que vous êtes en train de nous dire, mais c'est ce sur quoi je veux vous alerter. D'abord, commençons par le changement climatique. Il est engagé, il est irréversible. Des millions de personnes vont devoir déménager parce qu'elles habitent au bord de la mer et que la mer monte. On parlait de quelques millimètres, ça s'est aggravé. Maintenant, on parle de 2,40 m d'ici à 30 à 40 ans. Donc, de toute façon, ça va avoir lieu. Les événements climatiques extrêmes, de toute façon, ils ont lieu. Quand on parle d'événements climatiques extrêmes, ça va être pendant une longue période. Le climat étant un système métastable, c'est-à-dire toujours à la limite de l'équilibre, ça va être une longue période d'incertitude en réchauffement avant qu'on ait l'événement qui le stabilisera. Il paraît, moi je ne suis pas compétent pour vous dire si c'est vrai ou pas, que statistiquement, après cette période, le cas le plus fréquent dans l'histoire du climat, c'est la glaciation. Bon. Donc on va avoir une période comme ça, pendant laquelle les poteaux télégraphiques vont dégringoler par terre, les réseaux d'alimentation en eau potable vont fiche le camp, et ainsi de suite. Donc la question n'est pas est-ce que nous pouvons concilier les préoccupations écologiques avec notre savoir-faire industriel, c'est comment on aligne notre savoir-faire industriel pour qu'on puisse faire face aux conséquences. Alors ça, c'est là le rôle. Alors d'abord la règle verte, pour que tout le monde sache ce que ça veut dire. Ça veut dire harmoniser les cycles de la vie humaine avec les cycles de la nature, ne pas prendre à la nature plus que ce qu'elle peut reconstituer. L'harmonie, qui était un principe philosophique abstrait, Platon, devient un principe concret, celui de l'harmonisation des temps. D'abord le temps de la vie humaine avec le temps de la nature, mais après on pourrait décliner sur pratiquement tous les compartiments de l'activité humaine. Je ne vous saoule pas à cette heure-là avec ça, mais c'est un thème extrêmement important de notre réflexion à cet instant, et ce sera le prochain cycle de la Fondation La Boétie sur le temps comme produit social. Alors, comment on va concilier les deux ? D'abord, en se disant qu'on est obligé de le faire. Ça commencerait bien. Et quelles sont les tâches qu'on a à accomplir d'abord ? Et là, nous avons une clé, c'est la planification. Alors, au début, c'est moi qui ai choisi le mot planification écologique, c'était il y a quelques années. C'était fait par le gouvernement. C'était fait pour faire peur.
Ben oui, ça fait parler, quoi. Si j'avais dit, nous allons organiser la coordination de la prospective, tout le monde, à vous, ça vous va parce que c'est votre vocabulaire habituel, mais les gens, bon, ça les saoule, quoi, à juste titre. Planification, ben alors c'est un mot au but, comme on dit. Alors, la planification, c'est l'URSS, tous les ignorants sortent de leur boîte. C'est l'URSS, c'est le Gosplan, dont tout le monde ignore que la planification, il y en avait partout, y compris en France. En France, on avait une école de planificateurs extrêmement avancée, notamment en maths et tout ça. Bon. Donc, planifier, ça veut dire coordonner tous les compartiments qui vont nous amener jusqu'à la production elle-même. Donc, on peut prendre les exemples que vous voulez. Par exemple, l'eau. Au rythme où on va, il n'y a que 2% d'eau potable dans le monde. Maintenant, il n'y a plus d'eau sans plastique. Ça n'existe plus. On en trouve dans la neige. Il y a des endroits où c'est interdit aux femmes de boire l'eau quand elles sont enceintes. C'est le cas du Groenland, parce qu'il y a trop de plastique dedans. Au rythme auquel on est, il y aura plus de plastique que de poissons dans la Méditerranée dans même pas 30 ou 40 ans. Il y a du plastique partout. Et dans l'eau que vous buvez tous les jours, que ce soit au robinet ou que ce soit dans une bouteille d'eau, il y a du plastique partout. Enlever le plastique, ça c'est la conclusion normale. Ce qu'on ne sait pas, c'est combien de temps on a pour le faire. Mais il faut le faire. Donc on commence au début. Est-ce qu'on a un substitut au plastique sorti du pétrole? Oui, on a des substituts. Il faut qu'ils soient biosourcés et biodégradables, les deux à la fois, de manière à ce qu'on remplace un produit par un autre. Est-ce que les machines colleraient? Oui, non. Certaines oui, certaines non. C'est rien de changer des machines. C'est rien. Et on peut confier ça aux jeunes gens qui... j'en ai vu bosser quand j'étais ministre de ce truc-là. Ils préparaient dans les CAP de la mécanique, ils fabriquaient pour la vallée de la mécanique là-haut dans l'Aveyron, ils fabriquaient des machines que les gens leur commandaient. Heureusement qu'il y avait l'État qui était là, parce que les petits patrons n'étaient pas en état eux-mêmes de fabriquer ces machines. Je me rappelle comment ils faisaient des machines qu'on leur demandait, hein. Comment on fait une machine pour que les gobelets s'empilent alors qu'il y a une gravure dessus? Comment on fait une machine pour ceci, pour cela? Donc, changer les intrants des machines, c'est rien. Que ça demande de la réflexion des ingénieurs. On a tout ça pour l'instant, hein. On a tout ça en masse et on a intérêt à développer. Donc déjà, on commence dans l'enseignement. Est-ce qu'on a les produits? Deuxièmement, comment on s'en sert? Il faut enseigner. Il faut donc changer les enseignements. Vous entendez parler vous savez, de l'isolement thermique des bâtiments. Tout ça, c'est sympa. Bon, oui, c'est bon. Il y a besoin de plusieurs milliers de personnes. Ouais, bon, bah d'accord, mais qui va le faire? Il faut déjà savoir le faire. Il y a 70 diplômes qui en relèvent. Il faut qu'on change complètement les habitudes et les contenus de ces enseignements. Parce que si nous voulons pas seulement réparer les passoires thermiques, mais construire d'une autre manière, bois, terre, paille, qui sont des matériaux qui ont une résistance thermique supérieure au béton, d'ailleurs, pour l'incendie, mais qui ont des qualités particulières dont on a besoin pour l'avenir. Bon, et là, ils sont biosourcés et biodégradables. Bon, il faut changer l'enseignement. C'est ça, planifier. Combien d'années il nous faut pour sortir le nombre de gars et de filles dont on a besoin pour faire ça? Combien de maisons compte-t-on faire? Où, quand, comment, qui s'y met? Vous donnez de la visibilité au secteur public d'intervention comme au secteur privé. Je pense qu'on sera bien vu de toute une série de patrons parce qu'on va leur donner de la visibilité pour savoir de quel côté va l'État et où il met son argent. Pas le truc là du plan de relance absurde, ce saupoudrage comme ça, général sur tout le monde et n'importe qui ne réorganisera pas la production. Donc, être pour, je vais finir là-dessus, mon problème à moi, c'est pas de faire coïncider. Est-ce que c'est possible? C'est que c'est nécessaire, donc on va le faire. Et pour le faire, il va falloir planifier. Donc il faut qu'on ait des bons planificateurs, garçons et filles, et il faut les étages de la planification. La vue d'ensemble, l'État, la nation, et la vue du goutte à goutte, c'est-à-dire la commune. Et évidemment la participation, le patronat, les secteurs ouvriers, et la décision à la fin dans les assemblées citoyennes. Voilà. Voilà comment je me représente, c'est vraiment résumé, mais c'est comme ça qu'on lit les deux. Il faut arrêter de se demander si c'est possible. Ça n'a pas de sens. Ce qui a du sens, c'est que c'est nécessaire. Donc on va le faire. Et on a les moyens de le faire. Puis vous allez trouver. Pour changer d'échelle, nous souhaiterions parler d'Europe. Sur ce thème-là, Emmanuel Macron a obtenu ce qu'il représente comme des grandes victoires. Le plan de relance européen de 750 milliards d'euros est fondé sur un emprunt commun, ce qui signifie que tout le monde emprunte au même taux. Il comporte 390 milliards d'euros de subventions qui bénéficieront d'abord aux pays les plus durement touchés par la pandémie, comme l'Espagne ou l'Italie.
Est-ce que vous pensez que l'Europe est en train de devenir solidaire? Non. Non, mais je le regrette parce que c'était une occasion. Je ne sais pas si vous m'interrogerez sur comment je vois l'Europe elle-même, parce que, comme a dit quelqu'un, on est précédé par une réputation. Moi, j'entends tout à mon sujet. Je suis pour la sortie de ceci, pour le machin de cela. Bon, bah, je trouve que ceux qui me repeignent se soucient rarement de ce que je raconte vraiment et de ce que j'écris. Pourtant, je tartine, hein, et puis ça fait un moment, donc il y en a des bottins sur tous ces sujets. Je viens sur le moment, il était historique. On aurait pu voir une bascule. Par exemple, tout le monde se prenant par la main pour dire, bon, on fait face. 1, voilà ce qu'est un protocole de confinement, pour qu'on ait le même partout. 2, on confine tous en même temps. Ou bien, on confine d'une certaine manière et on relâche le confinement ici ou là. Pas la pagaille qu'on a vue. Aucun règlement sanitaire commun. Aucun déploiement de moyens sanitaires ensemble. Et pour terminer, des aberrations comme 100 000 Roumains qu'on a fait venir pour ramasser des asperges en pleine crise du Covid, et alors que dans leur pays avait été décidé le confinement. Donc l'Europe n'a pas fait preuve du sens minimum de l'organisation, parce qu'elle ne sait pas le faire. Elle est organisée pour faire autre chose. La concurrence libre et non faussée. Pas pour organiser la solidarité des peuples européens. Maintenant, le plan. Je vais aller vite. Bon, le plan. Mes pauvres amis. 790 milliards. Même pas le trait du crayon. C'est rien, 790 milliards. Écoutez-moi. Non. La Banque Centrale Européenne a distribué avant la crise 2800 milliards d'euros aux banques privées pour qu'elles alimentent l'économie. Vous n'en avez pas vu, si vous en aviez vu l'effet, vous auriez dû constater 1 point ou 2 d'inflation. Il y a des économistes ici. Donc vous pensez bien que le crédit a à avoir comme anticipation de la production. Si vous mettez plus de signes monétaires qu'il y a de production, vous avez de l'inflation. Enfin, pardon, moi j'ai fait de la poésie du XVIe siècle, mais j'ai 2-3 trucs sur l'économie que j'ai appris au long de ma vie. Rien du tout, même pas, ils ne sont même pas arrivés à tenir l'objectif des 2 points d'inflation qu'ils visaient. Donc ce fric est parti ailleurs, ou dans la sphère financière, parce que les banques, au même moment, devaient reconstituer leur marge de manœuvre, règlement Bâle 3. Bien. Donc, les 790 milliards, rapportez-les aux 2800 de la Banque centrale, c'est rien. Que demandait le commissaire français, breton, nommé par M. Macron? Donc pas un gauchiste échevelé, ni un insoumis en état d'ébriété. Il demandait 2000 milliards. Et c'est ce que demandait le Parlement européen. Pour finir, c'est le plan pluriannuel, le budget pluriannuel, c'est pas, non, pas le même sujet. Non, pardon, je sais faire la différence, j'ai été député européen, je vous parle du plan de relance. Je ne parle pas du budget. Pardon ? Le plan de relance s'ajoute au budget pluriannuel? Non, pas du tout, c'est là qu'on y vient. J'arrive. Donc, non, mais j'y viens. Mais vous avez raison. Normalement, ça devrait être ça. Ça devrait être ça. Sauf que ce n'est pas le cas. Une partie du plan de relance est basée sur une redistribution du budget pluriannuel qui est en cours de discussion. Et comme au passage, ils ont fait des oublis, comme notamment l'agriculture dans les DOM et les TOM, inutile de vous dire que pour l'instant, il n'y a rien de stabilisé. Mais je viens sur les sommes. 790 milliards. Vous venez de dire, on va emprunter tous au même taux. Supposons un instant, ce n'est pas du tout mon tempérament, que je sois un Français égoïste. Je dis, mais moi, j'en ai rien à faire de votre histoire d'emprunt au même taux. Je suis déjà des taux d'intérêt négatifs. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? C'est important. Attendez, jeune homme. Vous avez Oui, mais... Votre ami Pablo Iglesias j'ai dit que c'était une petite parenthèse pour le cas où je serais un Français égoïste. Mais ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Vous êtes un solidaire, solidaire. Bien sûr. Je n'ai pas envie de dire comme Madame Loiseau, parce que c'est quand même un peu brutal. Madame Loiseau, c'était la tête de liste de la liste de M. Macron aux élections européennes. Un jour, j'avais fait remarquer qu'on était contributeur net, et pas qu'un peu, et que quand on est prétendu être pauvre et endetté, ben, ça s'appelle des dépenses ostentatoires. Payer 9 milliards de plus qu'on reçoit, et à chaque fois on me répondait, ah oui, mais la PAC, peut-être bien, mais la PAC c'est notre propre argent qui revient. Je parle contributeur net, 9 milliards. Bon. Cette année, mes chers amis, comme premier effet de toute cette situation, vous allez avoir 5 milliards de plus à payer pour la France. Je vais finir sur la question, et après vous me titillerez sur le reste si vous voulez. Mais c'est juste pour qu'on se représente les valeurs dont il est question. Donc, article 1, on est censé emprunter à taux plus bas. Bon. Article 2, beaucoup de gens ont compris qu'on mutualisait la dette. C'est faux. C'est faux. Chacun paiera. Il n'y a qu'un cas où ce ne serait pas le cas.
s'il y avait des ressources propres de l'Union européenne permettant de couvrir la dépense. C'est en négociation. Ça peut Voilà, arriver. c'est ça, vous avez raison de le dire. C'est en négociation. Vous savez une autre chose qui est en négociation? Dans l'Église catholique, la commission du credo, ça dure depuis 6 siècles. Bon, un jour ou l'autre, on finira par conclure. Mais, non, mais les États soi-disant frugaux, qui a été présenté comme ça, hein, parce que dans l'Europe règne un mépris pour le sud de l'Europe qui est insupportable. C'est le Club Med. Bon. La deuxième, la troisième, la quatrième économie du continent, c'est la France, l'Italie, l'Espagne, d'accord? La richesse du continent, elle est produite au sud. Il faudrait s'en rappeler. Alors, donc, on est censé, pour l'instant, on n'a pas de ressources propres. Et les ressources propres qui sont en négociation, comme vous venez de le dire, ne représentent pas la capacité de couvrir la dépense dont on vient de parler. Donc, chacun va payer pour rembourser la part qui correspond à sa contribution. Pour les Français, 18%. Parce que nous, les Français, on est... Mais là, vous parlez comme un Français égoïste. Oui, oui, je parle comme un gars qui essaye de réfléchir, à se dire, mais où on va là? Parce que, pardon, mais nous allons donc payer, je veux que vous ayez quand même les chiffres dans l'esprit, 20 milliards de plus que nous allons recevoir. J'aime pas qu'on me prenne pour un imbécile. C'est-à-dire qu'on me dise, ah mais c'est formidable, il y a un plan de relance, vous allez avoir tant, etc. Et puis après, je découvre que c'est moi qui le paye, et je paye plus que les autres, et pour les autres. La France, endettée comme elle l'est, n'a pas les moyens de se permettre ce type de comportement. Voilà. On ne peut pas me dire un jour qu'on est endetté à mort et le lendemain qu'on peut continuer et payer pour les autres. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas raisonnable. Alors, il y a une autre manière de s'en sortir. C'est de créer des ressources propres qui permettent de couvrir cette dépense aux frontières de l'Union européenne. Par exemple, une taxe sur la taxe carbone aux portes de l'Europe ou une taxe sociale pour les marchandises. Mais il n'est pas question de ça, vous le savez comme moi. Pourquoi? Parce que quand on négocie, vous avez les soi-disant pays frugaux qui sont des pays égoïstes, radins et pour certains voleurs, comme ceux qui créent des droits fiscaux qui leur permettent de détourner d'avoir chez eux. Les Italiens ont très bien répondu aux Pays-Bas. Dit, vous nous reprochez notre gestion, mais le budget de l'Italie est déjà en solde positif. Et ils ont applaudi le plan de relance, les Italiens et les Espagnols. Vous êtes un peu le seul sur la ligne qui est de dire que l'Europe est encore égoïste et que l'Europe ne va toujours pas dans le bon sens. Oui, mais je pense l'avoir démontré. Si je n'ai pas démontré, vous avez le droit. Du point de vue de la France, mais du point de vue des pays de l'Europe. Oui, mais moi je m'occupe de la France. Parce que la France est la deuxième économie du continent. Si l'écart entre la France et l'Allemagne continue à se creuser, vous n'aurez même pas besoin de Mme Le Pen pour faire s'écrouler l'euro. Parce qu'il s'écroulera tout seul. Et à ce moment-là, vous aurez une autre situation géopolitique, où vous aurez d'un côté le marque fort, l'euro fort de l'Europe du Nord, et l'euro faible de l'Europe du Sud. C'est de la folie de laisser faire ça. Et d'ailleurs, ce que je suis en train de vous dire là, c'est pas que Mélenchon qui vous le dit, c'est M. Le Maire qui le disait à la Commission. L'écart entre la France et l'Allemagne se creusant, c'est toute la zone euro qui va être mise en cause. Donc, je ne suis pas simplement en train de raisonner en français égoïste, je dis les Français n'ont pas les moyens de se payer ce truc-là. Donc on peut organiser les choses autrement, par exemple avec des ressources propres, et avoir une autre réponse que de se dire c'est en négociation avec des soi-disant pays frugaux qui n'en veulent pas, et deuxièmement, avec des pays qui ont décidé qu'ils n'en voulaient pas, et qu'en plus ils ne voulaient même pas des règles de démocratie et de droits de l'homme qui s'appliquent dans le reste de l'Europe, comme l'Hongrie et la Pologne. Vous savez que ni l'un ni l'autre ne veulent conditionner les attributions à ça. Donc pardon de vous dire que ça fait à la fin très maigre. Premièrement, économiquement, c'est insuffisant. La masse d'argent engagée, enfin, vous pouvez le constater vous-même. La dépense de l'Allemagne, la réinjection par l'Allemagne dans son économie, c'est presque 14 points de son PIB qu'elle réinjecte. Nous, Français, on va réinjecter 4 points sur plus de 12 perdus. Oui, regardez les chiffres. Si L'Allemagne, c'est 130 et la France, c'est 100 milliards. Mais on ne parle pas de ça. On parle en général... Plan de relance. Non, pardon, je vous en prie, allez-y. Non, mais on parle des plans de relance. Pardon? On parle des plans de relance français et allemands. Oui, mais on parle de l'économie globale. Le plan de relance, c'est une chose, à l'intérieur d'une économie globale. Nous ne sommes pas dans la même situation. Il y a un instant, vous attiriez ma pitié sur l'Italie et l'Espagne. Donc, considérez la situation de votre pays et considérez-la dans l'ensemble. Parce que si la France va mal, il ne faut pas croire que l'Europe va aller bien. Parce que la France est la deuxième économie du continent. Il ne faut jamais l'oublier. Et les deux autres sont les suivants. Donc je reviens. Globalement, les Allemands vont injecter, c'est leur droit, dans leur économie, plan d'aide, mais surtout ressources propres.
quelque chose qui va être de l'ordre de 13 ou 14 points de leur PIB qu'ils réinjectent pour 6 points de perdus. Ben non, si vous contestez même les chiffres... Bah, oui, mais... Vous les contestez bah, Vous avez d'autres proportions à me donner, sans doute. Oui, c'est Voyons. 130 et quelques milliards pour l'Allemagne, c'est à peu près 4% de leur PIB, et 100 milliards pour la France, qui est à peu près 4% du PIB. C'est les plans de relance qui ont été annoncés officiellement par les gouvernements. Bon, alors je Après, reprends. Il y a d'autres chiffres, sûrement, je vais vous expliquer. Un plan de relance, déjà le concept se discute, mais je le mets de côté pour l'instant. Un plan de relance d'une économie. Supposons que votre économie tourne déjà à plus 10%. D'accord? Vous auriez une croissance de 10%. Vous ne demanderiez pas de l'argent pour relancer. Vous pourriez dire, ben moi je demande 0, je veux rien, tout va bien pour moi. Donc, quand vous m'appliquez le plan de relance, vous êtes obligé de partir des considérations que vous faites sur l'état de chacune des économies à relancer. Le but n'est pas de relancer pour relancer, mais de relancer pour qu'on arrive aussi à une certaine convergence des niveaux. Si vous n'avez pas de convergence du niveau de fonctionnement des deux économies centrales de l'Europe, la France et l'Allemagne, le gap qui sera entre les deux ruinera la monnaie unique. Donc, le plan de relance doit donner les moyens à chacun des États de retomber sur ses pattes. Ça fait des années que les Allemands accumulent des excédents qui sont illégaux, parce que c'est aussi condamné par les règlements européens, et personne n'aura rien demandé. Mais je vous dis qu'au total, à cet instant, les Allemands vont réinjecter plan de relance d'un côté, plus leur propre argent dans l'économie, quelque chose comme 12 ou 13 points de richesse. Tandis que nous, Français, plan de relance plus plan de relance national, nous ne réinjecterons que 3 ou 4 points. Par conséquent, à la sortie de ces fameux plans de relance, premièrement, on paiera plus cher pour la cotisation européenne, et deuxièmement, l'écart entre les deux pays se sera encore creusé. Expliquez-moi quel est le résultat intéressant dont on est à se féliciter ici. À part se dire, ah ben c'est bien, ils se sont mis d'accord au bout de 3 jours de discussion pour 390 milliards de subventions, dont une partie est une réorganisation du plan financier du budget pluriannuel de l'Europe. Vous voyez, alors ça nous donne, vous m'avez dit tout à l'heure, des emprunts à taux d'intérêt intéressants pour les Italiens. Maigre pêche. pour les Français. Bah pour les Italiens, moi je veux bien venir sur l'économie italienne, je ne suis pas omniscient, mais On n'a plus beaucoup de rien temps. à dire. On va passer aux Ouais, questions du public. dans le Non contexte. mais est-ce que c'est clair ce que je raconte? C'est vous les spécialistes. C'est moi, clair, mais il faut être d'accord sur les chiffres. Alors ça, on peut discuter, dire bah non, il s'est trompé sur les chiffres, c'est pas vrai, on s'en fout, etc. Mais bon, voilà, c'est la situation à laquelle j'ai affaire, à la commission des finances, pour le projet de loi de finances qui arrive, et puis lundi prochain, vous m'entendrez à l'Assemblée nationale m'exprimer sur la contribution de la France au budget de l'Europe. Dans le contexte vis-à-vis des questions du public, dans le contexte sanitaire actuel, on ne pouvait pas faire passer un micro dans la salle, donc nous avons mis avant un document que les Dauphinois pouvaient compléter, et on a récolté les questions qui revenaient le plus. Une des questions, malgré votre volonté d'en finir avec elle, la Ve République sera toujours là en 2022. Il faudra par essence trouver une incarnation à vos idées. Dans ce cas, seriez-vous prêt à vous effacer derrière un autre candidat si cela permettait de réunir la gauche sociale, écologique et populaire et de la faire gagner? En particulier, attendez, il faut que j'arrive à m'en sortir. Voilà. En ce moment, c'est pas une période très favorable pour les maladroits comme moi. Alors, bon. Le tableau est tellement beau que comment y résister? Supposez même que le Père Noël vienne à être candidat. Voterai-je pour lui? Il est habillé en rouge, c'est déjà un bon début. Il est avec des animaux, pourquoi pas? Mais si vous voulez, je propose qu'on fasse de la politique à partir des réalités. La gauche sociale, écologique et solidaire, qui c'est? Il faudrait savoir. Les écologistes. Pardon? Les écologistes, les socialistes, c'est rouge, rose, vert. Voilà. Alors ça, rouge, rose, vert, c'est bien, vous arrivez avec 20 ans de retard, c'était ce que je défendais. Et d'ailleurs, on a eu un gouvernement rouge, rose, vert, le seul d'Europe, sous Lionel Jospin, et ça a donné les 35 heures. On ne va pas tourner autour du pot, il existe. Si vous voulez, la situation est la suivante. Ce qui est frappant dans ce que nous vivons, c'est l'abstention. Et pas une élection, c'est une derrière l'autre, avec des taux d'abstention comme jamais on en a vu. Donc on est obligé de le prendre au sérieux. Ce n'est pas des gens que ça fatigue d'aller voter, etc. Et de l'autre côté, ce qu'on appelle une gauche, qui même quand vous la mettez tout ensemble, solidaire, machin et tout ça, dans le meilleur des cas, c'est 25% dans les sondages aujourd'hui. La gauche, autrefois,
dans les pires calamités, quand ça allait vraiment au point qu'on allait tous se suicider, le lendemain, c'était 42. Le rythme ordinaire, c'était 45. Et puis après, bon, un bon coup d'épaule, 30 ans de programme commun, et tout, on est passé. Bon. Et puis après, on a vécu sur l'héritage, et puis ils ont tout vendu, les meubles, l'argenterie et tout passé par-dessus bord. Mais tel que vous avez aujourd'hui, il faut donc, comment on fait pour que cette gauche, j'accepte un instant l'idée que ce soit une gauche, hein, et ce peuple se retrouve. Vous ne pouvez réentraîner les gens au vote que si vous leur proposez une alternative. Dire que ça vaille la peine. Sinon, c'est pas la peine. C'est pour continuer comme avant. Ils sont très au point. Hein. En tant que libéraux, ils suivent leur plan de route, ils font leur... On peut aussi respecter ça. Ils ont leur propre logique. Ils l'appliquent. La démocratie tranche. Si vous voulez entraîner des masses de gens à revenir prendre la décision politique, il faut que cette décision politique que lui est proposée soit cohérente, claire, honnête. Pas un truc où on dit qu'on va faire une chose, puis ça se voit sur votre figure que vous n'avez pas l'intention de le faire. C'est mon ennemi, c'est la finance et toutes ces sornettes. Bon. Mais l'abstention, elle ne baisse pas quand la gauche arrive désunie, comme en 2002 ou en 2017. L'abstention continue à monter, même s'il y a plein d'options à gauche. D'accord. C'est pas prouvé, mais parce que je peux vous faire l'histoire des élections, je termine mon raisonnement et après j'y viens. Mon raisonnement est que il faut donc cette clarté et cette cohérence. Moi, je ne me vois pas aller sur une estrade dire « Je propose de voter pour madame », bon d'accord, on n'est pas d'accord sur l'Europe, mais c'est pas grave. Hein. Et puis, d'ailleurs, la planification écologique, bon, lui non plus, il n'en veut pas parce qu'il pense que ça va être centralisé et jacobin. Bon, mais c'est pas grave, on est la gauche, vous comprenez, hein, on est la gauche. Alors après, on dirait, oui, sur le nucléaire, oui, non, là non plus, on n'est pas d'accord, mais c'est pas grave. Alors, et on va mettre des questions centrales. Il faut maintenant que le peuple tranche, d'accord ? Je vais vous donner un contre-exemple de ce que vous dites. Quand la gauche est désunie, ça n'augmente pas la participation. Voyez-vous, quand la gauche est unie, ça s'est produit 2 fois dans l'histoire. 1965, il y avait 6 candidats. 1974, la présidentielle. 2 fois. On a perdu les 2 fois, mais ça n'a pas de rapport. 81, la gauche a gagné. PS, PCF. Ensemble. Et alors ? Et alors, c'est l'union de la gauche qui a fait gagner la gauche à cette époque. Voilà, c'est pas vrai. Parce qu'en 1981, il y a François Mitterrand qui est candidat et il y a Georges Marchais. Et Georges Marchais, il fait 16. Et il y a Madame Huguette Bouchardot qui représente le PSU. Et il y a 2 trotskistes. Donc, non, mais c'est pour vous dire que l'équation, répétée 100 000 fois, la gauche se retrouve et alors, miracle, les masses se précipitent parce que si elle est divisée, elle a perdu. Ce n'est pas vrai. Nous avons déjà... Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut être divisé. Moi, à l'époque, je me battais pour un candidat unique de la gauche. Pourquoi ? Parce qu'on avait un programme commun. Ce n'était pas juste M. Marchais et M. Mitterrand. Donc, aujourd'hui, ce dont nous avons besoin, avant toute chose, c'est d'un programme. Or, quand j'arrive, moi, avec le programme L'Avenir en commun, qui n'est pas une élucubration de bistrot, mais un travail long, profond, fait en relation avec la société, les associations, les syndicats, et on a eu des très bonnes notes. La première fois, on a eu 4 millions de voix. Ça s'appelait « L'humain d'abord ». On a fait un boulot de fou pour sortir quelque chose de plus cohérent que ce qu'on avait fait. On sort L'Avenir en commun. Entre-temps, alors celui-là, il fait 7 millions de voix. Les gens, bon, ils ont voté, il était mon nom sur le bulletin, mais moi, je n'ai pas la mégalomanie de croire que c'est parce que je suis tellement intéressant que tout le monde s'est dit « Oh, ce type est formidable !» Bon, c'est pas vrai. Ça se passe pas comme ça. Le niveau du peuple français est plus élevé. Et donc, ils ont fait un choix sur un programme. On n'a pas arrêté de leur rabâcher à toutes les meetings. Je disais, criez pas mon nom, on est là pour un programme, etc. Donc les gens savaient très bien où ils en étaient. Entre-temps, on a fait 3 ans de vie de l'Assemblée nationale. On a enrichi notre programme de centaines d'aspects concrets, parce que dans la discussion des lois, il fallait ici un amendement, un machin, un truc, pourquoi on était contre ça, pourquoi on était pour, et ainsi de suite. Donc, nous avons produit un programme, là on va le remettre sur l'établi pour l'améliorer. 40 livrets thématiques. Une équipe qui compte maintenant 23 députés. Je parle juste pour les insoumis. Entre les 6 qui sont au Parlement européen et les 17 qui sont au Parlement national. Donc, il y a une équipe, il y a un programme, il y a un savoir-faire, il y a un mouvement. Tout ça, c'est des choses... Je ne dis pas « nous avons raison contre tout le monde », mais je ne peux pas accepter
d'avoir pour unique réplique à tout ce que je dis, fédération populaire, je vous propose de discuter de ça, il faut l'unité, mais pas avec toi. C'est tout sauf toi. Et puis, quand on aura fini avec Mélenchon, on commencera avec, oui, le programme, oui, mais ça ne peut pas être à prendre ou à laisser, on me dit ça tous les jours. Tous les jours, je répète, mais ce n'est pas à prendre ou à laisser, on est prêt à discuter. Donc, vous me dites, est-ce que c'est mieux un candidat commun de tout l'espace de gauche? Ma réponse est oui. Mais la deuxième chose que je dis, c'est sur un programme commun clair. Et on se bat pour convaincre de ce programme. Tout le monde a décidé, parce que maintenant tout le monde tortille, mais tout le monde a décidé de présenter son candidat. Ils essayent de se refiler le mistigris de la division. Non, c'est pas toi, c'est moi qui suis plus unitaire que toi qui es diviseur. Les Verts auront un candidat, ça c'est assez quand même. La preuve, c'est qu'ils en ont déjà plusieurs. Les socialistes en auront sans doute un, ils discutent. Moi, ça m'étonnerait que le PS décide de se suicider et de ne plus avoir de candidat. Les communistes ont dit qu'ils en auront un, ça a encore été rappelé. Et celui à qui on vient chercher pouille, c'est moi. Je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce que je leur ai fait? Et après tout, je leur ai dit, mais moi, je veux bien faire candidat commun, si c'est ça votre problème. Mais ce n'est pas ça votre problème. Votre problème, c'est que vous ne voulez pas d'une écologie anticapitaliste pour les uns. Pour les autres, vous ne voulez pas qu'on arrête avec le nucléaire. Pour les autres encore, vous ne voulez pas qu'on arrête avec la Ve République. Et vous me demandez de tout ravaler et de me taire et de dire, ah bravo, on ne sait pas qui d'ailleurs, ni comment on ferait. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, parce que tout le monde est d'accord entre eux, pour jeter des pierres. Mais c'est pas qu'à moi, chaque fois qu'il y en a un qui dépasse la tête, ce pauvre Jadot, il dépasse la tête, plaf, il s'est pris des pierres de tous les côtés. Pareil au PS. Donc, ce n'est pas le bon angle d'entrée. Le bon angle d'entrée, moi je suis prêt demain matin à discuter sur la base du programme. Demain, je viens avec mon texte. Voilà pourquoi. Unis, oui, c'est mieux. Mais pas de fatalisme, vous comprenez? Je vois trop arriver le « Ah, ben voilà, ils ne sont pas unis, donc c'est perdu d'avance, on rentre à la maison. » Non, c'est trop facile, ça. Et moi, je pense qu'il y a un trou de souris, mais qu'on va trouver le chemin pour y passer. En attendant, on n'a que 18 mois devant nous. J'en profite pour vous le dire. C'est court, 18 mois, pour des gens comme nous. Quand on veut tout changer, il faut convaincre. Les gens ont raison de se demander ce qu'on va faire. Ils ont raison de se dire « Ah là, est-ce que ça va marcher, leur truc? Oh là là, le bazar qu'ils vont mettre. » C'est normal que ce soit comme ça. Donc, il faut qu'on convainque. Moi, mon idée, c'est on doit faire une majorité d'adhésion. Pas seulement les gens qui ne veulent pas du deuxième tour Macron-Le Pen. Ça peut en leur faire le deuxième tour Macron-Le Pen. Ils ne sont pas français, ces deux-là, si. Ce n'est pas des partis libres? Oui. Eh bien alors, vous n'avez qu'à gagner. Si ça ne vous plaît pas, vous n'avez qu'à être plus nombreux. Parce que ça s'appelle la démocratie. Et vous ne pouvez pas passer votre temps à diaboliser tous vos adversaires pour l'unique raison qu'ils ne sont pas d'accord avec vous. C'est à vous de faire la démonstration que vous avez raison et que vous proposez quelque chose qui nous permet de sortir par le haut. Parce que le problème qui nous est posé, c'est celui-là. Sortir de cette mouscaille par le haut. Vous n'avez pas remarqué que j'ai changé ma manière de travailler? Dans les années 2012-2017, j'étais le bruit et la fureur. Pourquoi? Parce qu'on clapotait, les amis. Ça allait mal, mais pas si mal que ça. Il fallait réveiller. Mais maintenant, ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est comment on va se sortir de ce truc. Là, on va encore avoir des confinements. Vous et moi, on est pour respecter la discipline sanitaire. Moi, je ne suis pas pour que chacun invente son règlement sanitaire. Mais c'est terrible pour l'économie de notre pays, c'est terrible pour la vie de notre pays. Il ne faut pas qu'on laisse les écarts se creuser avec les autres pays. Deuxièmement, il va se passer un événement mondial, les élections aux États-Unis d'Amérique. Le président de la République des États-Unis n'est même pas sûr de respecter le résultat. Donc on va entrer dans un moment. Il faut avoir un cap bien fixe, savoir où on va, et expliquer, convaincre. Si on convainc, on a une force extraordinaire, nous autres Français. Parce qu'on est fait comme ça, d'enthousiasme et de politique. Je ne sais pas si je dis les choses comme il faut les dire, mais ce dont je suis certain, c'est qu'il n'existe pas de martingale pour gagner. Dans une république et en démocratie, le seul moyen de le faire, c'est de convaincre. Pas de jouer aux petits chevaux électoraux. Merci beaucoup. On aurait eu envie de vous poser encore beaucoup d'autres questions, mais malheureusement, on est un peu pris par le temps. Pardon, je suis un peu long. Non, mais c'était des échanges très intéressants. Donc, il nous reste à vous remercier d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à notre question, et remercier le public d'être venu si nombreux ce soir. Pour sa patience. Merci à tous.